Donc la faculté de punir, tel est l'intitulé du cours de cette année. Il sera donc question du châtiment, terme que je préfère à celui de peine. La peine appartient aujourd'hui essentiellement au langage juridique, qui restreint l'acte de punir à sa forme légale, telle qu'administrée par la justice, généralement dans le cadre d'un procès. À l'inverse, le châtiment inscrit cet acte dans une perspective plus large qu'on peut qualifier d'anthropologique, ouvrant vers des horizons multiples, de la mythologie à la religion, de l'ethnologie à l'histoire, de la philosophie à la littérature, de la sociologie à la science politique, tout domaine que je me propose d'aborder plus ou moins en détail dans ces leçons. Il s'agit de se libérer à la fois de la pratique pénaliste des magistrats, de leur vision normative, de la peine, ce qu'elle devrait être, et de l'approche pénologique des juristes, de leur lecture compréhensive de la peine, ce qu'elle est, mais sans pour autant ignorer l'une et l'autre. En somme, il s'agit de penser l'acte de punir au-delà du droit pénal, qui semble l'avoir entièrement absorbé. Cet au-delà supposera par conséquent non pas de tenir à l'écart le droit pénal, car il fait autorité sur ce qu'on punit, pourquoi l'on punit, comment on punit, qui l'on punit, mais de l'analyser, de le discuter, de le dépasser. Il faudra prendre au sérieux le regard normatif des magistrats et le regard compréhensif des juristes, tout en les questionnant sur la base d'un travail critique qui en recherche les sources, les logiques, les évolutions, les implications et même les alternatives. Et pour ce faire, je m'appuierai sur des travaux ethnographiques que je conduis depuis près de 2 décennies sur la police, la justice, la prison, principalement en France, ayant réalisé une enquête de 15 mois avec des brigades anticriminalité, une autre de 4 ans dans une maison d'arrêt, et une dernière en observant des audiences de tribunal correctionnel. Par ailleurs, je mobiliserai des expériences qu'on peut appeler citoyennes, que j'ai eues dans divers contextes, à divers titres, en France dans le cadre d'auditions notamment parlementaires et aux États-Unis comme membre invité d'une commission de réforme pénale et pénitentiaire dans l'État du New Jersey. Enfin, je revisiterai des analyses théoriques que j'ai précédemment proposées et qui me semblent devoir être approfondies et affinées à la lumière de nouveaux matériaux et de nouvelles lectures. La faculté de punir. La formule est inhabituelle. Elle mérite quelques explications. Le titre que j'avais donné aux conférences Tanner que j'avais prononcées autour du châtiment à l'Université de Californie à Berkeley, il y a 8 ans, était « The will to punish », la volonté de punir, en référence évidente à la volonté de puissance de Nietzsche et à la volonté de savoir de Michel Foucault, 2 auteurs qui avaient alors nourri ma réflexion. La publication anglaise de ces conférences avait conservé ce titre, mais dans la mesure où il avait été précédemment utilisé en français pour un essai sur le populisme pénal par Denis Salas, je l'ai remplacé par « punir une passion contemporaine ». À la dimension rationnelle de la volonté, ce nouvel énoncé ajoutait ainsi la dimension affective de la passion. Addition qui était certes contrainte par des nécessités éditoriales, mais qui était finalement heureuse dans la mesure où le châtiment associe bien rationalité et affect, justification de la punition, la volonté, et le désir de punir, la passion. Sans renoncer à cette double dimension fondatrice du châtiment, je souhaite, à travers l'intitulé de ce cours, marquer une légère inflexion que me semble permettre le mot « faculté ». Il présente en effet une certaine ambiguïté sémantique qui peut contribuer à une meilleure intelligibilité, je crois, du châtiment. Selon le Littré, faculté signifie premièrement moyen, pouvoir, droit de faire quelque chose. C'est par exemple la faculté d'adopter, de disposer de ses biens. Deuxièmement, puissance physique ou morale, fonction du corps et de l'esprit. C'est par exemple la faculté de se mouvoir, de souffrir. Et troisièmement, enfin, facilité, talent. Et c'est par exemple la faculté de créer, de s'adapter.
Le latin présentait d'ailleurs cette diversité de sens puisque facultas, qui vient de facilis, veut dire à la fois, d'après le Gaffio, faculté, facilité, possibilité, capacité. Donc en parlant de faculté de punir, je souhaite conserver cette polysémie originelle qui ne surdétermine pas le châtiment par l'une ou l'autre de ses composantes, car elle exprime à la fois l'aptitude et la disposition, la capacité et la facilité à punir. Et du reste, elle n'implique même pas la nécessité du châtiment en suggérant d'imaginer la faculté de ne pas punir, soit parce qu'on décide d'épargner certaines catégories de population, généralement en raison de leur position ou de leur statut, soit parce qu'on essaie de concevoir des alternatives qui ont pu avoir cours dans d'autres sociétés et d'autres temps, ou que d'aucuns cherchent aujourd'hui à inventer. Au fond, la faculté de punir invite à penser ce que la morale permet et ce que la politique autorise en réponse à la violation de la norme ou de la loi. Elle ouvre un large spectre, sous-tendu par des questions morales qui fondent cette réponse et des enjeux politiques qui inclinent à plus de sévérité ou de tolérance dans leur mise en œuvre. L'an dernier, certains d'entre vous s'en souviennent, j'avais consacré le cours aux épreuves de la frontière. Il s'agissait notamment de comprendre la violence politique de la frontière dans les sociétés contemporaines, violence qui, le plus souvent, n'a plus à voir, comme cela avait été longtemps le cas avec la redéfinition des frontières, mais avec leur contrôle, non plus avec la défense d'un territoire, mais avec sa surveillance, et non plus avec la neutralisation d'ennemis dangereux et belliqueux, mais avec le rejet d'exilés fuyant la persécution et la misère. Cette violence politique de la frontière repose sur une évaluation implicite de la valeur des vies des réfugiés et des migrants, qui se traduit à la fois par une indifférence à l'égard des morts provoquées par les obstacles mis sur leur route et par la tolérance, souvent dissimulée derrière une dénégation, de leur brutalisation par les forces de l'ordre dans les pays qu'ils traversent. En m'intéressant cette année à la faculté de punir, sujet en apparence éloigné, encore que les exilés fassent l'objet de pratiques punitives et carcérales qui rappellent à bien des égards celles visant des délinquants et des criminels, à ceci près qu'ils n'ont commis ni délit ni crime, et n'ont par conséquent pas été jugés, je poursuis mon enquête sur les questions morales et les enjeux politiques dans les sociétés contemporaines, ce qui est le titre de la chaire, mais il y a toutefois une différence majeure entre les deux sujets, et donc entre les deux enquêtes. Elle tient à la visibilité, ou plutôt à la visibilisation de l'une et de l'autre. Le traitement de la question exilée et des enjeux autour de la frontière est hyperbolique aujourd'hui, tant dans le monde politique que dans l'espace médiatique, sans lien avec les données démographiques et en décalage, très souvent, avec les préoccupations exprimées par les citoyens. Le discours public en est saturé, les partis se livrent à des surenchères répressives, les lois toujours plus restrictives se multiplient. Au contraire, la question pénale et les enjeux autour du châtiment font l'objet d'une occultation presque systématique, éludée par le pouvoir, qui se contente de réitérer les annonces de création de places de prison et maintenue dans l'ombre des institutions pénitentiaires qui enferment. Dans ma leçon inaugurale sur les sciences sociales par temps de crise, j'avais indiqué que l'une des tâches dévolues aux sciences sociales consistait à interroger la construction des crises, c'est-à-dire la manière de les faire exister ou au contraire de les soustraire à l'analyse. Les deux exemples de dissonance que j'avais donnés étaient précisément la crise migratoire, qui ne reposait pas en réalité sur une situation critique, et à l'inverse, la non-crise carcérale qui oblitérait une situation véritablement critique. Dans les deux cas, il existait une dissociation entre les faits objectivables et les appréhensions subjectives. Si l'an dernier, j'ai donc voulu déconstruire l'exagération de la crise migratoire, il me faut cette année déconstruire le déni de la situation critique carcérale et de ce qu'il signifie. C'est de la statistique que je partirai pour prendre la mesure du phénomène. Je commencerai par l'évolution récente des effectifs dans les prisons françaises, que je resituerai dans une perspective historique et que je comparerai avec les données internationales. Je m'interrogerai ensuite sur les logiques et les mécanismes
pouvant rendre compte des tendances inédites observées dans la majorité des pays. Alors il peut sembler paradoxal d'annoncer il y a un instant vouloir élargir la compréhension du châtiment au-delà de la peine, c'est-à-dire au-delà de l'approche pénaliste et pénologique, et de débuter mon propos par une analyse de la situation critique de l'enfermement, qui en est la manifestation la plus éclatante. C'est que j'espère montrer ainsi la nécessité et même l'urgence de penser le châtiment, alors que tout est fait pour éviter de s'interroger sur le moment punitif que traversent les sociétés contemporaines. L'actualité, je l'ai rappelé l'an dernier, peut servir de point d'ancrage à des réflexions plus générales sur le monde. Exercice certes délicat, dont j'avais souligné les trois difficultés auxquelles il se trouve confronté, la péremption, la partialité et le présentisme. Premièrement, ce qui est aujourd'hui peut n'être plus demain, invalidant les interprétations qu'on en a faites, c'est la péremption. Deuxièmement, dans la brûlure de l'instant, on peut se laisser déborder par l'indignation, voire sembler choisir son camp, c'est la partialité. Troisièmement, enfin, absorbé par ce qui est en train de se jouer, on peut en surestimer le caractère inédit, en négliger la profondeur historique, peut-être même en hasarder une lecture téléologique, comme si le déroulement des faits suivait une direction univoque et prédictible. C'est le présentisme. La conscience de ces risques réels ne doit cependant pas conduire à renoncer à penser l'actualité du monde. De Marc Bloch, Germaine Tillon, Frantz Fanon, à Hannah Arendt, Edward Said, Angela Davis, et même plus récemment dans ces lieux mêmes, de Pierre Bourdieu à Mireille Delmas-Marty, des historiens, des anthropologues, des sociologues, des juristes, des philosophes ont exploré l'actualité de leur temps, non pour la décrire, comme le feraient légitimement des journalistes, ou la commenter, comme le feraient tout aussi légitimement des politiciens, mais en mobilisant leurs méthodes et leurs théories pour la comprendre, parfois en se risquant en dehors de leur domaine, parfois en y restant, mais en faisant un pas de côté. Significativement, tout en défendant l'idée même de travailler sur l'actualité, Michel Foucault a, lui, préféré établir une ligne de partage entre sa recherche philosophique, telle qu'enseignée dans ses cours et présentée dans ses livres, et ses interventions publiques, l'actualité n'étant présente que dans ces dernières. Le cours de 1971, Théorie et institutions pénales, porte sur la répression d'une révolte populaire au XVIIe siècle et remontant dans le temps sur la naissance du dispositif pénal au Moyen Âge. Le cours de 1972, La société punitive, élargit le spectre de sa réflexion sur le pouvoir disciplinaire à travers la constitution des illégalismes et la naissance de la prison à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. C'est à peu près cette même période que couvre Surveiller et punir, publié en 1975, qui poursuit la généalogie de l'appareil répressif. Parallèlement, cependant, Michel Foucault apporte son soutien aux prisonniers qui se révoltent dans les maisons d'arrêt et les centrales en 1971 et 1972 en France, années qui sont celles de la création et de l'activité du GIP, du groupe d'information sur les prisons, dont il est l'un des fondateurs. Alors, si je reconnais pour ma part l'importance de ne pas confondre travail scientifique et engagement citoyen, je crois cependant que la réflexion sur l'actualité a sa place dans les deux pour le sociologue et l'anthropologue. Le 1er décembre 2023, il y a quelques mois donc, la population des prisons françaises atteignait un niveau historique. 75 677 personnes y étaient détenues, auxquelles s'ajoutaient 16 178 autres, écrouées mais non incarcérées, c'est-à-dire pour la plupart en détention à domicile sous surveillance électronique, ce qu'on désigne communément par l'expression sous bracelet électronique. Soit au total 91 855 personnes sous écrou. La nouvelle était relayée par les médias nationaux et internationaux, presque machinalement du reste, tant elle se répétait à travers la formule à connotation sportive désormais habituelle, je cite, « Prison, nouveau record du nombre de détenus en décembre ». En effet, le dit record avait été déjà battu en 2022, les 1er juillet, 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre, en 2023, les 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er novembre. 10 fois donc
en 18 mois. Pour rester dans le même champ lexical, la barre des 72 000 personnes détenues avait été franchie en juillet 2022, celle des 73 000 en avril 2023, celle des 74 000 en juillet 2023, celle des 75 000 en novembre 2023. Progression accélérée donc, puisque 9 mois séparaient les deux premiers caps et seulement 3 et 4 les suivants. De l'été 2022 à l'hiver 2023, une année et demie avait suffi pour ajouter 3 610 détenus supplémentaires dans les prisons françaises, soit une augmentation de la population pénitentiaire de près de 5%. Au début de l'année 2024, la même évolution se poursuivait, avec un nouveau record au 1er janvier, au 1er février, au 1er mars, le seuil des 76 000 prisonniers ayant été franchi 4 mois après le précédent. Les maisons d'arrêt sont particulièrement affectées par cette inflation carcérale, car ce sont elles seules qui en subissent les effets en termes de surpopulation. À la différence des centres de détention, maisons centrales, où se trouvent des personnes purgeant des longues peines d'emprisonnement, elles hébergent, selon l'euphémisme administratif, à la fois des personnes prévenues, c'est-à-dire dans l'attente de leur jugement ou d'un appel qu'elles ont interjeté, et des personnes condamnées, de façon définitive, à une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans, ou du moins en principe. Plus des 2 tiers des prisonniers en France se trouvent dans ces établissements. Près de la moitié d'entre eux, soit 23 000 détenus, sont des prévenus, soit qu'il n'ait pas eu de procès pour la plupart d'entre eux, soit qu'ils aient interjeté appel d'une décision en première instance. Or, pour citer le Code de procédure pénale qui reprend les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Il est d'ailleurs notable que le nombre de prévenus incarcérés est augmenté plus vite que le nombre total de détenus entre juillet 2022 et décembre 2023, les dates que je viens de vous indiquer. Plus remarquable encore est le fait que parmi les personnes mises sous écrou chaque année, autrement dit entrant dans le système pénitentiaire, parmi elles, 3 sur 5 sont en détention provisoire, donc dans ces conditions d'être des prévenus. Par conséquent, que l'on raisonne en termes de présence à un instant T ou d'entrée au cours d'une période donnée, autrement dit de stock ou de flux, pour parler comme les statisticiens, les prévenus représentent une part considérable de la population dans les maisons d'arrêt. Quant aux condamnés, un quart des peines correctionnelles prononcées est de moins de 6 mois et un autre quart de 6 mois à 1 an. Ce sont ainsi 20 000 prisonniers condamnés pour des délits généralement considérés comme mineurs, tels que conduite après perte des points de permis, usage ou détention de cannabis, vol sans violence, toutes infractions qui, étant constatées en flagrance et impliquant des peines courtes, sont souvent jugées en comparution immédiate. En somme, les maisons d'arrêt hébergent des personnes prévenues, donc non jugées, et des condamnés à de courtes peines, donc pour des faits de faible gravité. Or, ces établissements pénitentiaires sont les seuls à être affectés par la surpopulation, alors que les centres de détention et les maisons centrales, où sont enfermés les condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 2 ans à la perpétuité, garantissent à chaque détenu une cellule individuelle ainsi que normalement une activité professionnelle, scolaire ou de formation. Les maisons d'arrêt avaient au 1er décembre 2023 une densité carcérale de 148%. Encore ce chiffre sous-estime-t-il fortement la réalité de la suroccupation des cellules, puisque d'une part, à cette date, 11 établissements dépassaient 200%, 55 autres plus de 150%, et d'autre part, certaines cellules étaient en réfection ou bien inutilisables, voire réservées pour des personnes seules, ce qui accroissait d'autant la pression sur le reste de l'hébergement pénitentiaire. Concrètement, dans 2748 cellules supposées individuelles, aux 2 lits superposés avait dû être ajouté un matelas au sol. C'était 52% de plus qu'un an auparavant. Il faut donc s'imaginer 3 personnes dans 9 mètres carrés pour 3 couchages, une table, des chaises, un lavabo, un cabinet de toilette et des armoires de rangement. Espace vital proprement invivable, dans lequel la plupart des détenus passent au moins 22 heures sur 24, pour autant qu'ils ne renoncent pas aux 2 heures quotidiennes de promenade
pour profiter d'un instant d'intimité ou par anticipation des risques de violence. Pour la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, cette situation implique que dans ces cellules partagées par 3 personnes, chacune d'entre elles dispose d'à peine plus d'1 mètre carré pour se mouvoir. La France a fait l'objet de condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts du 30 janvier 2020 et du 6 juillet 2023 pour, je cite, « traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme », mais aucun gouvernement ne s'est jamais engagé à réguler les entrées en prison pour éviter la surpopulation. Le directeur de la maison d'arrêt où j'ai conduit mes recherches et dont la densité carcérale dépassait 150%, me disait que la première violence de la prison, c'était pour lui la suroccupation des cellules qui oblige les prisonniers à devoir cohabiter avec 1 ou 2 autres codétenus avec lesquels les conflits peuvent se produire dans cet espace restreint partagé. Et il ajoutait qu'il était particulièrement injuste que ceux à qui l'on imposait ces conditions inhumaines soient des prévenus théoriquement présumés innocents et des condamnés à des courtes peines pour des délits mineurs. Pourtant, en 1875, il y a près d'un siècle et demi, une loi avait été votée pour faire respecter l'encellulement individuel. Le principe en a été rappelé dans un texte législatif le 15 juin 2000. Depuis lors, les gouvernements successifs ont fait adopter par les parlementaires des reports de son application effective en 2003, en 2009, en 2014, en 2019, enfin en 2022, pour un nouveau moratoire de 5 années supplémentaires. L'argumentaire du gouvernement pour justifier cette demande de dérogation était, comme à chaque fois, que la construction de nouvelles prisons allait, à court terme, résoudre le problème de la suroccupation. L'histoire montre au contraire que plus on construit et plus on emprisonne, et même que le nombre de détenus est de plus en plus excédentaire par rapport à la taille du parc immobilier. En 2002, il y avait 48 000 places dites opérationnelles dans les prisons françaises, dont 31 000 en maison d'arrêt, avec une densité carcérale à l'époque de 110%. 20 ans plus tard, il y en avait 61 000, dont 36 000 en maison d'arrêt, avec cette fois une densité carcérale de 133%. Autrement dit, l'excédent de prisonniers par rapport au nombre de cellules avait plus que triplé en 2 décennies. Tout se passe comme s'il existait une logique de l'offre à laquelle répond une logique de la demande. Plus il y a de places et plus on les remplit, et toujours plus vite que ce qui est disponible, appelant donc dans une spirale inflationniste sans fin de nouvelles constructions. Cette évolution récente doit cependant être inscrite dans une histoire plus longue qui permet de mieux en saisir la signification. Selon l'étude réalisée par la démographe Marie-Danielle Barré, au milieu du XIXe siècle, on comptait 51 000 personnes détenues dans les prisons françaises. Puis ce chiffre baissait progressivement pendant les décennies suivantes, jusqu'à atteindre 17 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, soit une division par 3 de la population pénitentiaire en un peu moins de 90 ans, alors que dans le même temps, la population générale augmentait de 14%. Alors, il faut toutefois noter que ces données ne tiennent pas compte des condamnés au bagne, dont on estime qu'ils ont été environ 97 000 au cours de cette période, soit un peu plus d'1 millier chaque année en moyenne, de même que des condamnés aux travaux forcés et à la relégation. Les bagnes ont été définitivement supprimés en 1938, mais il a fallu attendre 1960 pour voir disparaître les peines de travaux forcés, et les peines de relégation ont été maintenues jusqu'en 1970. Plusieurs éléments de nature très différente et de signification parfois contradictoire expliquent la diminution de la population pénitentiaire dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Premier élément, comme l'a montré l'historien Jean-Lucien Sanchez, dans un contexte d'inquiétude sociale croissante autour de la récidive, la législation connaît, à la fin du XIXe siècle, d'importantes innovations manifestant 2 lignes politiques opposées, reposant sur des lectures morales contraires, mais avec des résultats pourtant convergents sur la démographie pénitentiaire. D'un côté, le gouvernement, sensible au climat sécuritaire dans l'opinion publique et accusé de laxisme par ses adversaires, fait voter le 27 mai 1885, à la veille d'élections nationales, une loi sur la relégation
présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur républicain, Pierre Valdez-Rousseau. Considérés comme, je cite, incorrigibles, les récidivistes sont envoyés dans les colonies de Guyane et pour un temps de Nouvelle-Calédonie, les moins dangereux et les plus pauvres se voyant accorder une concession agricole, les autres étant enfermés dans un camp. La peine de relégation est perpétuelle et sauf octroi d'une grâce administrative, le retour dans la métropole est impossible. D'un autre côté, le sénateur également républicain René Béranger, ancien procureur puis avocat, convaincu que la peine peut avoir une valeur, je cite, morale, en permettant aux détenus de s'amender, propose la même année une législation adoptée le 14 août 1885 sur la libération conditionnelle, qui permet au prisonnier de sortir avant la fin de sa peine s'il offre des garanties suffisantes, cette libération pouvant être révoquée en cas d'infraction. Et puis il fait passer un second texte législatif le 26 mars 1891, 6 ans plus tard, cette fois sur le sursis à l'exécution de la peine, qui donne la possibilité au juge de ne pas faire exécuter la peine d'emprisonnement qu'il a prononcée si l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire, cette peine étant cependant définitivement annulée au bout de 5 années, sans nouvelle infraction. Des 3 lois, c'est cette dernière sur le sursis qui aura le plus d'impact sur la baisse de la population pénitentiaire et du reste également sur les délinquants, parmi lesquels très peu récidivent, la perspective de la prison s'avérant, semble-t-il, dissuasive. 2 approches morales donc. Dans la première, le récidiviste est considéré comme définitivement perdu pour la société. Dans la seconde, le condamné peut s'amender lorsqu'il entrevoit la possibilité d'être libéré à la moitié de sa peine s'il se comporte bien, ou même de ne pas aller en prison s'il ne commet pas de nouvelles transgressions de la loi. 2 postures politiques également. Dans l'une, qualifiée à l'époque d'opportuniste, l'idéologie punitive ambiante impose la répression. Dans l'autre, désignée à cette époque comme intransigeante, la prévention du crime et la protection de la société prévalent. Mais quelle que soit l'approche morale et la posture politique, la population pénitentiaire, on le voit, diminue. Les condamnés disparaissant des statistiques pénitentiaires s'ils sont relégués, y restant moins longtemps quand ils sont libérés en cours de peine, ou n'étant pas même incarcérés s'ils bénéficient d'un sursis. On passe de 40 000 détenus en 1884, avant les lois sur la relégation et la libération conditionnelle, à 21 000, 20 ans plus tard, lorsque la loi sur le sursis produit son plein effet. Deuxième élément, plus tardif, pour expliquer la baisse du nombre de prisonniers au cours de cette période. C'est la Première Guerre mondiale, qui décime une grande partie des jeunes hommes en particulier, qui constituent en temps de paix une part importante des détenus. Selon l'historien Antoine Prost, les pertes militaires françaises s'élèvent à 1 300 000, à quoi il faut ajouter environ 75 000 soldats coloniaux, et le nombre de blessés évacués à 3 200 000, dont 94 000 mutilés. Selon François Héran, parmi les hommes qui avaient 20 ans en 1914, un tiers étaient morts à la fin du conflit. Il y avait 22 000 prisonniers de sexe masculin avant la guerre, ils ne sont plus que 14 000 lorsqu'elle se termine. En somme, la diminution de la population pénitentiaire pendant près d'un siècle reflète une double évolution juridique et démographique. À partir de 1940, cependant, la tendance s'inverse. La Seconde Guerre mondiale est marquée par une augmentation considérable du nombre de prisonniers en raison à la fois du ralentissement de l'activité judiciaire qui accroît les détentions provisoires, d'une plus grande sévérité des magistrats et d'un nombre élevé de vols délictuels dans un contexte de rationnement. En 1946, ce nombre dépasse 62 000, près du quadruple de ce qu'il était l'année d'avant le conflit. Dans l'immédiate après-guerre s'ajoutent en effet aux détenus de droit commun que j'ai évoqués les détenus pour fait de collaboration. Il faut attendre 1955 pour que s'opère un retour à la normale, ou ce qu'on peut appeler tel, à savoir 20 000 prisonniers. Or, à partir de cette date, 1955, la population pénitentiaire connaît une augmentation qui est d'abord lente, puis qui s'accélère à partir de la fin des années 70, caractérisée
par un lien très fort avec la majorité gouvernementale. À chaque élection qui porte la droite au pouvoir, on observe une forte progression du nombre de prisonniers. Augmentation de 10% après 1986, de 5% après 1993, de 16% après 2002, de 5% après 2007. Au contraire, on constate une diminution de la population pénitentiaire après des élections qui donnent lieu à la composition d'un gouvernement de gauche, baisse de 15% après 1981, de 5% après 1988, de 2% après 1997. Ce mouvement de balancier, qui révèle une importante différence de politique en matière de justice entre la droite et la gauche, disparaît cependant en 2012, lorsque cette dernière, la gauche, revient au pouvoir. Le nombre de prisonniers augmente alors considérablement, plus 6028, soit un accroissement de 10%. Au cours des 7 premières années de présidence de l'actuel chef de l'État, les effectifs des établissements pénitentiaires progressent encore de 7 835 personnes détenues, soit 12%. En résumé, alors que pendant 3 décennies, les changements de majorité gouvernementale étaient marqués par des évolutions contraires du nombre des prisonniers, la droite se montrant nettement plus répressive que la gauche, l'inflation carcérale se poursuit aujourd'hui, quelle que soit la majorité au gouvernement. Ainsi, entre 1955 et 2023, le taux d'incarcération dans les prisons françaises est passé de 46 à 110 personnes détenues pour 100 000 habitants, soit une progression de 140%. En valeur absolue, il y a aujourd'hui presque 4 fois plus de personnes détenues que ce n'était le cas au milieu du XXe siècle. Pour l'exprimer autrement, au début de cette année, le nombre de prisonniers est le plus élevé de l'histoire de la France en temps de paix. Jusqu'à présent, je me suis concentré sur la seule population pénitentiaire. La prison est en effet depuis longtemps la peine de référence dans le dispositif pénal, mais aussi dans l'imaginaire punitif. La conférence de consensus sur la prévention de la récidive que présidait la magistrate belge Françoise Tulkens et dont le rapport a été remis au Premier ministre le 20 février 2013, s'inquiétait de ce que, je cite, « la peine de prison semble constituer aujourd'hui aux yeux du public comme des professionnels de la justice la forme la plus évidente et la mieux admise des peines » et recommandait, je cite encore, « de concevoir la peine de prison non plus comme une peine de référence, mais comme une peine parmi d'autres. » Un vœu sans lendemain dans la politique pénale française. Cependant, bien que l'emprisonnement ferme soit toujours la peine de référence, elle n'est pas la plus fréquente des condamnations et le nombre de personnes suivies en milieu ouvert par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, est plus de 2 fois supérieur à celui des personnes qui sont mises sous écrou. Les peines correspondantes sont le sursis avec mise à l'épreuve, la liberté conditionnelle, le suivi socio-judiciaire, la contrainte pénale, les alternatives aux poursuites, comme le travail d'intérêt général, la réparation du dommage causé et l'éviction du domicile conjugal, et les aménagements de peine, tels l'assignation à résidence sous surveillance électronique, le placement extérieur et la semi-liberté. Ces diverses mesures peuvent être décidées par le procureur de la République pour éviter un procès ou par un juge de l'application des peines, une fois la sentence prononcée et au cours de l'incarcération. Le nombre de ces personnes en milieu ouvert s'est accru encore plus vite que celui des personnes détenues. En 1980, il était de 71 000. En 2022, il s'élevait à 179 000. C'est une augmentation de 152%. Au total, si l'on prend en compte l'ensemble des personnes en milieu fermé et en milieu ouvert, il y a en France 250 000 d'entre elles dites sous main de justice. Si j'ai présenté de nombreuses données chiffrées, de surcroît dans une perspective historique à la fois de temps court et de temps long, c'est que pour un sujet sur lequel l'idéologie prévaut souvent pour justifier des préjugés et défendre des positions en éludant les données empiriques, il me semble essentiel de dire aussi exactement que possible les faits qui attestent l'inflation des peines au cours des dernières décennies. Alors comment interpréter cette évolution ? 2 hypothèses sont possibles, qui du reste ne s'excluent théoriquement pas.
soit la délinquance et la criminalité ont augmenté de manière très significative, soit la chaîne pénale est devenue plus répressive. Considérons donc la première hypothèse. Le comptage des délits et des crimes est complexe, il est potentiellement trompeur. Leur nombre dépend de la reconnaissance juridique d'un fait comme infraction et de sa classification pénale. Jusqu'en 1970, l'usage de cannabis n'était pas un délit. Et jusqu'en 1980, le viol n'était pas un crime. Le chiffre varie également en fonction de la déclaration par les éventuelles victimes et de l'enregistrement par la police ou la gendarmerie. Longtemps tus par les personnes concernées et méconnus par les forces de l'ordre, les abus sexuels donnent aujourd'hui plus souvent lieu à des plaintes et bien que déficitaires, leur enregistrement se fait plus systématique grâce à des campagnes d'information du public et de formation des fonctionnaires. Quant au vol de téléphones portables, ils peuvent contribuer aux chiffres de vol avec violence dans la mesure où cette caractérisation avec violence permet un meilleur remboursement par les assurances. Le dénombrement des infractions reflète enfin les politiques gouvernementales. Les plaintes pour outrage et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique ont augmenté très fortement avec les injonctions du ministère de l'Intérieur depuis la fin du XXe siècle, accompagnées de la prise en charge des frais de justice et d'encouragement à demander des dommages et intérêts. À l'inverse, la réduction du nombre d'inspecteurs du travail et d'officiers de police judiciaire chargés de la lutte contre le travail illégal fait diminuer le nombre de situations sanctionnées, celles des employeurs en l'occurrence. L'interprétation des statistiques doit donc être prudente. Ainsi, lorsque la direction centrale de la police judiciaire fait état d'un taux de criminalité passé de 14 à 56 pour 1000 habitants entre 1949 et 2015, il faut tenir compte de ce que son indice mêle crime et délit, homicide et fraude à la carte bancaire, viol et vol à la tire, qu'il inclut des variations dans la définition même de ce qui est considéré comme infraction et qu'il est conditionné par la facilité à porter plainte et la prise en considération de cette plainte par les forces de l'ordre, comme nous venons de le voir. En l'occurrence, le choix de ces deux dates extrêmes, 1949 et 2015, est spécieux, car l'évolution au cours de la période correspondante montre des renversements de tendances qui sont spectaculaires. Il y a d'abord une augmentation rapide qui est observable jusqu'en 1984. Elle est suivie d'un plateau assez irrégulier jusqu'en 2002 et d'une baisse à partir de cette date. Alors pour ce qui est des crimes proprement dits, les statistiques du ministère de la Justice montrent qu'ils diminuent régulièrement de 2005 à 2020. Le recul de la criminalité concerne surtout les viols sur majeurs et les vols criminels, qui diminuent de moitié au cours des 20 dernières années. Quant aux homicides, leur nombre augmente sensiblement entre 1970 et 1985, diminue ensuite modérément pour se stabiliser autour de 800 par an au début des années 2000, pour ensuite reprendre une baisse significative au cours de la décennie 2010, pour atteindre aujourd'hui environ 700 par an. Pour Laurent Mucchielli, la période actuelle est en réalité la moins meurtrière depuis le début du XIXe siècle. Des faits contredisant un discours politique et une représentation médiatique qui véhiculent l'image d'une société toujours plus violente, comme on ne cesse de l'entendre. Quant aux délits, il est difficile d'en appréhender l'évolution car leurs statistiques sont bien plus sensibles aux variations de climat sécuritaire, des injonctions ministérielles, des créations de nouvelles infractions, de la volonté des victimes d'en faire la déclaration, etc. Pour réduire quelque peu les biais liés à ces variations, on utilise souvent des études de victimation qui sont incluses depuis 2007 dans l'enquête annuelle de l'INSEE Cadre de vie et sécurité. Le questionnaire permet de connaître les délits dont les personnes interrogées ont été les victimes, quand bien même elles n'ont pas donné lieu à plainte. En 13 ans, c'est-à-dire de 2006 à 2019, les cambriolages ont connu une légère augmentation, de même que les vols sans effraction. À l'inverse, les vols de véhicules et dans les véhicules ont fortement décliné, les vols et tentatives de vol avec violence ou menace ont baissé de moitié, et les violences et menaces en dehors du ménage sont demeurées stables. Alors, au-delà de ces données objectives,
L'enquête s'est intéressée à l'expérience subjective. Le sentiment d'insécurité est stable dans le temps. 11 personnes seulement de l'échantillon affirmant se sentir souvent ou parfois en insécurité dans leur quartier ou dans leur village. Quant aux préoccupations des personnes interrogées, c'est-à-dire plus générales, les problèmes mentionnés le plus souvent sont le terrorisme, la pauvreté, le chômage, l'environnement, la santé, tandis que la délinquance ne vient qu'en 6e position, étant citée par 10% de la population enquêtée. Si l'on se réfère donc aux statistiques judiciaires des crimes, qui sont robustes dans la mesure où ces derniers donnent généralement lieu à des poursuites, même si le viol demeure sous-estimé, et d'autre part aux enquêtes de victimation, qui ont l'avantage de prendre en compte les actes délictueux, même s'ils n'ont pas été suivis de plainte, on constate, au moins depuis le milieu des années 2000, soit une stabilité, soit une baisse des crimes et des délits. Par conséquent, l'augmentation considérable de plus de 16 000 personnes détenues dans les prisons françaises entre 2005 et 2023, soit un accroissement de 28%, ne peut pas être attribuée à une progression de la délinquance et de la criminalité. Mais rien d'étonnant à cela. Il est établi dans de nombreux pays et dans divers travaux qu'il n'y a pas de corrélation entre l'incidence des crimes et des délits et la population carcérale. Il peut arriver que la progression de la première, criminalité-délinquance, génère au départ une panique morale, comme on le dit, qui justifie des campagnes de répression. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis dans les années 1970, avec le développement concomitant de la toxicomanie et de la criminalité, qui a entraîné ce qu'on a appelé une guerre à la drogue, se traduisant par ce qu'on a appelé également une incarcération de masse. Mais dès le début de la décennie 1990, les homicides et violences avaient fortement diminué, tandis que l'emprisonnement des hommes de milieux populaires, souvent noirs, se poursuivait à un rythme rapide. Alors considérons la seconde hypothèse, selon laquelle la chaîne pénale serait devenue plus répressive. Par chaîne pénale, il faut entendre l'ensemble des éléments qui interviennent dans la configuration et l'administration de la peine. Elle comprend typiquement la présentation par le gouvernement de sa politique, le vote par les parlementaires des lois correspondantes, les pratiques des forces de l'ordre en matière de délits et de crimes, les dispositifs institutionnels mis en œuvre pour juger et sanctionner, et enfin, les décisions des magistrats chargés de prononcer les peines et de les aménager. Mais elle comprend aussi, en amont, le travail des médias, le discours des partis et même l'activité des sondeurs qui contribuent à produire ce qu'on appelle un peu facilement l'opinion publique, dont on sait combien elle est sensible aux faits divers, à leur traitement par les journalistes et leur instrumentalisation par certains acteurs politiques. La chaîne pénale est donc une réalité complexe et multiforme. Comment est-elle intervenue dans la période récente, et notamment au cours des 2 dernières décennies ? 3 faits ont été décisifs en France dans le tournant répressif amorcé au milieu des années 80 et amplifié au début des années 2000. La création de délits, l'allongement des peines et le traitement en temps réel des affaires. Analysons donc chacun d'eux. Premièrement, certains actes sont devenus des délits et ont fait l'objet de sanctions parfois lourdes. Dans les années 1980, la sécurité routière, instrument de prévention de la mortalité sur les routes, se transforme en arme de répression. Le langage change. On parle désormais de délinquance routière, voire de violence routière. Le permis à points est créé, les radars se multiplient, puis la conduite sans permis valide devient passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an. Les excès de vitesse correspondant pour la presque totalité à des dépassements modérés expliquent l'essentiel des plus de 60 000 permis invalidés chaque année. Mais pour être sanctionné, la suspension de permis suppose que la personne soit au volant, bien sûr, de son véhicule, mais qu'elle fasse aussi l'objet d'un contrôle routier par les forces de l'ordre. C'est le cas de 30 000 conducteurs condamnés en 2021. Pour plus de 9 000 d'entre eux, des peines d'emprisonnement sont prononcées, dont la moitié partiellement ou totalement ferme. Une personne sur 20 qui est incarcérée l'est pour conduite après suspension de son permis par perte de points.
Ce délit n'existait pas avant 1992, date de la création du permis à points, et même une fois créé, il n'est devenu passible d'une peine d'emprisonnement qu'en 2004. Au cours des 4 années de mon enquête, dans une maison d'arrêt, ces infractions routières dites de papier étaient l'une des premières causes d'incarcération, souvent pour quelques mois, ce qui était toutefois suffisant pour faire perdre un emploi ou des clients, avoir sur son casier judiciaire un stigmate fermant l'accès à de nombreux postes et métiers, devenir aux yeux de ses proches un délinquant et de ses enfants un prisonnier. Le directeur de l'établissement où je conduisais ma recherche me disait combien ces pratiques judiciaires lui semblaient choquantes et contre-productives, d'autant qu'il s'était rendu compte que les contrôles routiers ciblaient souvent les conducteurs en fonction de leur profil ethno-racial. On pourrait citer de nombreux autres délits apparus dans la législation, qu'ils soient punis d'amende ou de peine d'emprisonnement. En 1994 est introduit le délit de tag sur des véhicules, des bâtiments ou du mobilier urbain sanctionné de 3 750 € d'amende. En 2001, le délit de refus de prise d'empreinte digitale pour un étranger présumé en situation irrégulière, réprimé par 3 750 € d'amende également, et 3 ans d'interdiction de territoire, à quoi a été ajouté ultérieurement 1 an de prison. En 2003, les délits de racolage passif, punis de 3 750 € et 2 mois d'emprisonnement, d'occupation illicite de hall d'immeubles passible de la même peine, d'occupation illégale de propriété privée ou publique par des gens du voyage sanctionnés d'une amende identique mais de 6 mois d'emprisonnement en plus, et celui d'outrage à drapeau ou l'hymne national, avec une peine identique s'il est commis en réunion. Plus récemment, en 2021, les délits de séparatisme, en cas de menace, violence ou intimidation contre un élu ou agent public sanctionné de 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement, et de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations sur un élu ou un agent public passible de la même sanction, et en 2022, le délit de harcèlement scolaire, dont la sanction peut aller jusqu'à 10 ans de prison si la victime s'est donné la mort. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle souligne l'évolution répressive de la loi pénale et l'imagination du législateur. Entre 1995 et 2003, on avait déjà pu compter une quarantaine de nouveaux délits. Depuis lors, de nombreux autres, que je n'ai pas comptabilisés, se sont ajoutés. C'est un premier élément. Deuxièmement, les peines se sont durcies et les durées d'emprisonnement se sont allongées depuis plusieurs décennies. En 1991, la durée moyenne de détention était de 6,5 mois. 30 ans plus tard, elle était de 10,3 mois, soit une augmentation de 58%. À examiner de près les évolutions législatives, on ne saurait s'en étonner. Non seulement de nouveaux délits ont été créés, je viens de le dire, mais la loi s'est faite de plus en plus implacable pour les délits existants. Ainsi, en 2023, la loi dite anti-squat a fait passer la peine pour violation de domicile de 15 000 à 45 000 € d'amende et d'1 à 3 ans d'emprisonnement, tout en adjoignant un délit d'occupation frauduleuse concernant les locaux à usage commercial, agricole, professionnel ou d'habitation qui n'était pas jusqu'alors dans la législation, avec des peines de 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Très significatif du renforcement du pouvoir des forces de l'ordre est l'évolution du délit d'outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, article 433-5 du Code pénal. En 1994, ce délit était puni de 50 000 francs d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. En 1996, les peines financières et carcérales sont multipliées par 2 si l'outrage est commis en réunion. En 2017, toutes les peines doublent encore, puisque l'outrage simple est puni de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison, et s'il est en réunion, 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Ainsi, en un peu plus de 2 décennies, la peine potentielle a quadruplé. Or, une inflation de ce délit a été constatée avec une progression de 74% entre 1990 et 2010, entraînant de surcroît un coût élevé pour l'État qui prend en charge les frais de justice et des frais de justice des forces de l'ordre à raison d'environ 1 000 € par affaire. Et un rapport de l'Inspection générale de l'administration soulignait en 2013 que les policiers déposaient plainte pour outrage 30 fois plus que les gendarmes, que les dommages et intérêts de 300 à 700 € constituaient pour certains un véritable complément de salaire et que 5 cabinets d'avocats spécialisés dans ces dossiers se partageaient une manne annuelle de 4,5 millions d'euros.
Cette pratique abusive ne concerne toutefois qu'un petit nombre d'agents, qui s'en servent notamment pour contrer et annuler les accusations de violence dont ils peuvent être la cible, la parole de la personne brutalisée étant au tribunal de peu de poids face à la parole du fonctionnaire assermenté. Pendant mon enquête dans une grande circonscription de police de la région parisienne, je m'étais rendu compte que l'accusation d'outrage signifiait moins l'agressivité supposée de l'accusé que l'agression effective de l'accusateur, ce que les supérieurs et les collègues me confirmaient à demi-mot. Significativement, les modifications de la loi s'accompagnent de changements des pratiques des juges. C'est ce qu'a montré de manière éclatante la loi du 10 août 2007, instituant des peines planchers, c'est-à-dire des peines minimales en cas de récidive légale, correctionnelle ou criminelle. Elles étaient d'1 an d'emprisonnement si la peine maximale encourue était de 3, de 2 ans si elle était de 5, de 3 si elle était de 7, et ainsi de suite. Les magistrats avaient cependant la possibilité de déroger à ce principe, à condition de justifier leur décision. Si l'on compare les 3 années précédant cette loi et les 3 années suivantes, on observe que le taux de peine minimale prononcée a été multiplié par 5 et que le quantum moyen des peines d'emprisonnement est passé de 9 à 15,6 mois. Presque un doublement. De plus, paradoxalement, l'application des peines planchers était plus systématique pour les délits les moins graves que pour les délits les plus graves. Au total, la loi a prononcé 12 000 années supplémentaires a produit 12 000 années supplémentaires d'emprisonnement au cours des 3 ans qui ont suivi son vote. Mais le fait remarquable, c'est qu'après l'élection d'un président de la République socialiste et avec l'arrivée d'une nouvelle garde des Sceaux, une circulaire de 2012 invitant les parquets à limiter le recours aux peines planchers, puis la loi du 15 août 2014 les supprimant complètement, n'ont pas eu les effets escomptés en matière de baisse de la population pénitentiaire, qui a même continué d'augmenter. Tout s'est passé comme si les magistrats, qui avaient protesté en 2007 contre une loi qui restreignait leur indépendance et entravait l'individualisation des peines, s'étaient 7 ans plus tard tellement accoutumés à cette nouvelle pratique qui leur avait été imposée qu'ils en avaient intériorisé la rigueur, comme s'ils avaient adopté un nouvel habitus punitif. Ce nouvel habitus n'est toutefois pas simplement la conséquence de lois sur les peines planchers, il s'est constitué au fil des décennies récentes sous l'effet non seulement de la législation, mais également de la pression des gouvernements, des médias et plus largement de la société. Entre 2000 et 2018, les condamnations pour infractions routières dites de papier, dont j'ai parlé déjà, c'est-à-dire pour simple défaut de permis valide, d'assurance ou de visite technique, ont progressé de 14% pour les amendes, de 87% pour les peines de substitution et de 291% pour les peines d'emprisonnement. Celles en partie ou totalement fermes progressant de moins de 3 000 à plus de 10 000, soit un doublement de l'ensemble des condamnations et compositions pénales pour ces délits. Aujourd'hui, dans ce type d'infraction, les parquets engagent des poursuites dans près des 3/4 des cas. En somme, un législateur plus répressif, une police plus offensive, une justice plus inflexible, telle est donc la trilogie qui rend compte de l'aggravation des peines d'emprisonnement au cours des 3 dernières décennies. Alors, j'ai donné deux raisons, la création de nouveaux délits et l'allongement des peines. Il y a un 3e élément, c'est la procédure judiciaire qui s'est transformée avec le développement du traitement en temps réel des affaires, c'est-à-dire le passage des auteurs présumés de certains délits en comparution immédiate. Alors, qu'est-ce que la comparution immédiate ? Elle est héritière du flagrant délit. C'est une procédure déterminée par le procureur de la République, s'il estime que les charges sont suffisantes, qui consiste à faire présenter devant le juge l'auteur présumé d'un délit passible d'au moins 6 mois d'emprisonnement s'il y a flagrance, ou de 2 dans les autres cas. Avec le souci de juger plus vite et de désencombrer les tribunaux, elle a connu une progression rapide de 32 000 en l'année 2000, 42 000 en 2010, 58 000 en 2022, soit près du double en 2 décennies. Les infractions concernées sont supposées clairement établies et n'appelant donc pas d'enquête judiciaire. La comparution immédiate est rapide. Elle ne l'est pas seulement parce que
le jugement a lieu au sortir de la garde à vue, elle l'est aussi parce que l'audience dure un peu moins d'une demi-heure en moyenne, au cours de laquelle est décidé du sort de l'accusé. Avant d'être présenté devant les juges, ce dernier voit le procureur, qui obtient son accord pour la comparution immédiate, puis il est enfermé dans une cellule du dépôt du palais de justice dans l'attente de son procès. Il reçoit pendant quelques minutes la visite d'un avocat, généralement commis d'office, et fait l'objet d'une enquête sociale dite rapide, rassemblant quelques éléments de son histoire personnelle et pénale. Dans les dizaines d'affaires auxquelles j'ai assisté, le prévenu, sortant épuisé de sa garde à vue au commissariat et de son encellulement dans les geôles du tribunal, entouré d'agents des forces de l'ordre, semblait assister à son propre procès sans toujours comprendre ce qui était dit de lui et sans avoir vraiment la possibilité de s'exprimer sur ce qu'on lui reprochait. Quand l'audience n'avait pas pu avoir lieu pour cause de fin de semaine, il était placé en détention provisoire durant plusieurs jours, comme pour le préparer à la condamnation qu'il allait presque inéluctablement recevoir. Car la comparution immédiate pénalise lourdement. Selon une étude de 7500 dossiers dans 5 tribunaux correctionnels, menée par Virginie Gautron et Jean-Noël Retière, toutes choses égales par ailleurs, la comparution immédiate multiplie par 8,4 la probabilité d'emprisonnement ferme par rapport à une audience classique de jugement. Or, ajoutent les auteurs, la probabilité d'une comparution immédiate est 1,7 fois plus élevée pour les prévenus sans emploi, 2,8 fois plus élevée pour les sans domicile fixe et 3 fois plus élevée pour les étrangers. Dans une enquête conduite à Marseille par Sacha Raoult et Warren Azoulay, sur 500 affaires jugées en comparution immédiate, seul un quart des prévenus disposaient d'un logement en propre et un cinquième d'entre eux avaient un emploi stable. Parmi les affaires en état d'être jugées, 9 sur 10 donnaient lieu à des peines d'emprisonnement et dans plus des 3 quarts des cas, il s'agissait d'emprisonnement ferme. Parmi ces dernières, 7 sur 10 étaient assorties d'un mandat de dépôt, ce qui signifie que les condamnés partaient en prison sans possibilité d'aménagement de leur peine, comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire. Lorsque les prévenus demandaient un renvoi de leur affaire, notamment pour pouvoir préparer leur défense, 2 sur 3 étaient placés en détention provisoire. D'ailleurs, au niveau national, 96% des mandats de dépôt, c'est-à-dire la quasi-totalité des allées simples du tribunal à la prison sans aménagement possible par un juge de l'application des peines, sont décidés en comparution immédiate, laquelle fournit de plus 53% des personnes en détention provisoire. Ainsi, cette procédure en forte expansion concerne essentiellement les milieux populaires, voire précaires, et se révèle considérablement plus sévère que les procès correctionnels traditionnels. S'il en est ainsi, c'est pour 3 raisons principales. Les délits visés, tels que le vol, touchent plus particulièrement les catégories pauvres, voire désocialisées. Les publics concernés, notamment les plus précaires, ont fréquemment des antécédents judiciaires, ou plus fréquemment. Et l'urgence du traitement judiciaire, souvent dans les 24 heures suivant la commission de l'acte, ne permet pas la recherche de solutions moins pénalisantes. Par contraste, la délinquance économique et financière, qui suppose des enquêtes approfondies et ouvre la possibilité d'arrangement, bénéficie de procédures plus favorables. Ainsi, ce qui avait pour objectif affiché d'accélérer les jugements, de réduire les délais entre l'infraction et la sanction, et d'indemniser plus vite les victimes lorsqu'il y en a, contribue de fait, par le nombre croissant de dossiers, à alourdir le travail des magistrats qui ont parfois de longues audiences, jusqu'à tard dans la nuit, et à punir plus sévèrement des délits en raison non pas de leur gravité, mais de la facilité à les condamner et de la difficulté à leur trouver des peines alternatives. Aux 3 éléments principaux de l'évolution de la chaîne pénale que je viens de discuter, les nouveaux délits, les incarcérations plus longues, la comparution immédiate, il faudrait en ajouter d'autres, parfois plus circonstancielles. Dans les années 2000, l'annonce de la mise à exécution de toutes les peines d'emprisonnement ferme accumulées au fil des ans a conduit les parquets, aidés par les forces de l'ordre, à retrouver parfois 5 ou 7 années plus tard des personnes qui avaient commis, plus jeunes, des délits mineurs et qui s'étaient amendées après avoir fondé une famille, trouvé un emploi stable, et à les incarcérer
en général pour de très brèves durées, suffisantes cependant pour les faire retomber dans la précarité et les exposer au risque de récidive. Voyant entrer en prison des hommes qui avaient refait leur vie, y compris en quittant leur quartier pour échapper à la fois à un environnement criminogène et aux provocations policières, le personnel de la maison d'arrêt m'exprimait son incompréhension face à une mesure tardive qui brisait des existences et fragilisait la société. Ironiquement, le président de la République, qui en 2011 avait mis en œuvre cette politique de mise à exécution des peines anciennes et qui en 2021, devenu le chef de l'opposition, avait affirmé que toute peine d'emprisonnement ferme de plus de 6 mois ne devait plus faire l'objet d'un aménagement, peut aujourd'hui bénéficier lui-même de ce dispositif favorable pour chacune de ces 2 condamnations, l'une et l'autre à 3 ans d'emprisonnement, dont une ferme, qu'il ne passera donc pas en détention comme il aurait dû le faire si la mesure qu'il préconisait avait été décidée. Chaque chef de l'État cherche à ajouter sa touche punitive à l'arsenal. L'actuel a ainsi réduit, en 2020, de 2 à 1 an les peines de prison dites aménageables. Dans son grand livre de la division du travail social, Émile Durkheim associait ce qu'il appelait le droit répressif aux sociétés dites traditionnelles, à solidarité mécanique, c'est-à-dire fondée sur la similitude entre les individus et entre les fonctions, et le droit qu'il appelait coopératif aux sociétés dites modernes, à solidarité organique, c'est-à-dire fondée sur la division du travail et la différenciation des individus et des fonctions. Autant qu'on peut juger l'état du droit dans les sociétés tout à fait inférieures, écrit-il, il paraît tout entier répressif. À l'inverse, ajoute-t-il, plus un type social est rapproché d'une autre et plus le droit coopératif devient prédominant. En somme, pour lui, l'évolution des sociétés humaines s'est faite vers une réduction du droit pénal et une expansion du droit civil. Or, si cette seconde tendance sur le droit civil est probablement avérée, ce que je viens d'établir est que la première, sur le droit pénal, ne l'est pas. Au cours des dernières décennies en France, et on va voir que le phénomène est d'ailleurs plus général, la part répressive s'est renforcée, contredisant ce que Émile Durkheim avait appelé une loi de l'histoire. Au regard de l'analyse que je viens de proposer, il est en effet désormais possible de définir le moment présent comme moment punitif. Lointain écho de la formule du 3e cours de Michel Foucault au Collège de France en 1973 qui s'intitulait « La société punitive » et portait sur la naissance de ce qu'il appelait la pénalité d'enfermement au XIXe siècle. Le moment punitif signifie 2 choses. Premièrement, c'est un moment, autrement dit une période de temps qui ne présume pas son caractère inéluctable et laisse même ouverte la possibilité de sa réversibilité. Deuxièmement, ce moment est punitif, au sens où il ne répond pas à une légitime réponse à une hausse de la criminalité et de la délinquance, mais à une volonté morale et politique de punir plus fréquemment, plus sévèrement et plus inéquitablement. Ce que j'ai proposé, c'est donc un diagnostic qui porte sur le seul contexte français et se limitant à la forme juridique du châtiment. Il me faut maintenant, dans l'heure qui vient, premièrement examiner le contexte international au-delà du cas français. Deuxièmement, esquisser une interprétation du diagnostic pour comprendre comment on en est arrivé là. Et ultérieurement, je m'interrogerai sur l'acte de punir au-delà de sa définition juridique à laquelle on tend trop souvent à le réduire. Je vous remercie.